Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Alioune Tine. Alioune Tine est le fondateur d'Africadium Center. Il est également expert indépendant des Nations Unies sur le Mali. Monsieur Tine, bonjour. Encore une fois, c'est un plaisir de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayoumar. Bonjour à tous les auditeurs de Sud que j'écoute avec beaucoup de fidélité. Je suis un grand auditeur de Sud. C'est ça. Alors, Alioune Tine, la question du troisième mandat. Tournons la page. Oui, un mouvement citoyen africain a voulu organiser un événement à Dakar. Vous en êtes un des acteurs. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé au point que l'organisation avait été interdite? Mais avant de démarrer, nous nous inclinons devant la mémoire de notre confrère Soro Diop, arraché à notre affection. La nouvelle est tombée hier matin, inattendue, une surprise totale. Oui, un grand confrère s'en est allé. Paix à son âme. Ah oui, c'est avec une immense tristesse que j'ai appris ce matin la mort de Soro Diop. Diop qui est philosophe, je l'ai connu étudiant à l'université de Dakar. Le commerce facile. Journaliste, d'une intelligence et d'une pertinence quand même reconnue de tous. Vraiment, c'est une perte immense. Je présente mes condoléances également à son ministre Sidiki Kaba. Donc, il nous recevait tout le temps avec beaucoup de plaisir. Je présente mes condoléances à Alassane Samba Diop, qui est son frère, à toute la famille, de la presse et des médias. Vraiment, c'est une perte brutale, immense. Et vraiment, nous prions qu'Allah le recueille à son paradis, à Firdausi. Que Firdausi soit sa dernière demeure. Amen. Alors, Alioune Tine, la question du troisième mandat, avec le mouvement citoyen qui a voulu organiser une grande rencontre à Dakar, rencontre qui a été interdite. Vous en êtes un des acteurs. Dites-nous d'abord, avant de revenir sur la problématique du troisième mandat en Afrique, notamment dans la sous-région, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous savez, tournons la page, et puis il y a aussi cette coalition citoyenne pour la limitation des mandats en Afrique. Ils ont organisé beaucoup de manifestations, d'abord à Cotonou, moi j'étais présent, où ils ont un relais qu'ils donnent au président qui accepte de respecter la limitation des mandats à 2. Ils l'ont donné au président Talon, j'étais là, qui a accepté de respecter la limitation des mandats. On sait que pour l'identité, il s'agit d'un mouvement africain. C'est un mouvement africain, international. Nous avons tourné la page au Togo, nous l'avons au Tchad, nous l'avons au Niger et nous l'avons au Mali. Et je pense que bientôt, on va avoir également tourné la page au Sénégal, qui est dirigé au Togo par David Dossé. Et c'est David Dossé lui-même qui, effectivement, avait initié avec ses amis de tourner la page ici avec les Duarte, Laurent Duarte. Donc, il s'agissait de faire un concert contre le troisième mandat avec 11 artistes africains venus de toute l'Afrique, dont Meïoué, puis Awadi, qui étaient présents. Il y avait des Nigériens, des Tchadiens, des Congolais. Tous étaient là, je les ai rencontrés ici. Donc, nous, on était un peu comme leur partenaire à Dakar. Donc, nous avons demandé l'autorisation. Quand on dit vous, Africadium Center. Africadium Center, oui. Africadium Center. Et nous avons demandé l'autorisation pratiquement, je dirais, 12 à 15 jours avant. On n'a pas eu au départ de réponse. Puis ensuite, j'ai envoyé un message au préfet et même au ministre. Le ministre ne m'a pas répondu alors que nous avons de bons rapports, le ministre de l'Intérieur. Bon, j'étais assez surpris. Et puis, quand j'ai encore envoyé notre message, c'est à partir de ce moment-là où le commissaire m'a appelé pour faire les enquêtes. Nous avons fait des enquêtes pratiquement une semaine avant avec le commissaire Khan. Et bon, tout s'est bien déroulé avec l'enquête. Mais après, quand je n'ai pas eu de réponse avant, et connaissant un tout petit peu les pratiques, parce que généralement, quand on ne veut pas te donner d'autorisation au Sénégal, le préfet, il attend la veille
ou le jour de la manifestation le matin pour te dire que bon ben c'est interdit. Tu n'as même pas la possibilité de saisir le juge pour protester ou faire un recours. Et également, c'est ça qui s'est passé. Donc, on m'a appelé le vendredi après-midi pour me dire, bon ben, vous avez un courrier ici. Finalement interdit. Voilà, c'est finalement interdit. On faisait le concert devait avoir lieu à l'hôtel Radisson, donc un lieu privé. Mais pour quel motif? Ils nous ont dit pour risque d'accident et trouble à l'ordre public. Le risque d'accident et de trouble à l'ordre public. Alors que c'était dans un lieu privé. D'ailleurs, pour un peu ironiser, Awadi a dit, mais on doit dire trouble à l'ordre privé, parce que quand même c'est dans un lieu privé où ça va avoir lieu. Mais en réalité, donc, moi j'ai dit c'était un révélateur, parce que c'est pratiquement le même jour où le président a fait son discours et effectivement il a fait l'impasse sur la question du 13e mandat jusqu'à maintenant. Voilà comment ça s'est passé, mais en réalité l'interdiction a fait beaucoup plus de bruit sur le plan international que l'autorisation. Parce que de partout en Afrique du Sud, mais qu'est-ce qui s'est passé? Partout, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Pourquoi quand même le président Macky Sall, qui est en même temps le président quand même de l'Union africaine, va interdire tout simplement un concert contre le 3e mandat? La problématique de la limitation des mandats en Afrique. Quand je parle de mandat, je parle du mandat présidentiel. Oui, vous êtes un observateur, vous avez suivi longtemps ce sujet en termes de problématiques. Aujourd'hui, pourquoi vous vous êtes levé pour exiger le respect de la limitation des mandats en Afrique? C'est à partir des années 90 que nous, les organisations de droits de l'homme, on est nés. Et nous avons commencé à travailler pour le pluralisme médiatique. On l'a fait avec vous. D'ailleurs, on est en même temps presque que vous, les radios libres, avec les Babacar Touré et les Sidi Lamine Niasse, paix à leur âme, quand même qui ont joué un rôle fondamental en accompagnant le travail de la société civile sur ces questions. C'est à cause de ça. Parce que nous avons commencé dans les années 93 l'observation des élections. Je me rappelle, en 93, après les présidentielles, Sud avait titré l'œil de la maison. Et on était extrêmement fiers de montrer cet article-là à l'époque. Donc 2000 aussi, on était les seuls à avoir fait l'observation des élections. Et vous devez vous rappeler qu'on l'avait fait avec Sud. Parce qu'Aliou Ndour était dans les locaux de la RADDHO avec Chérif El Valissé, son âme. Et c'est nous qui donnions, en sortant des bureaux de vote, les résultats à Sud. Et je me rappelle que pour avoir les résultats définitifs, même Senghor avait appelé Babacar Touré à l'époque. Abdou Diouf plutôt. Abdou Diouf, pardon, Abdou Diouf. Et Babacar lui avait confirmé. Pour dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, et c'est pas pour rien que l'initiative, le 23 juin, pour dire non au 3e mandat, ça a été pris à la RADDHO. Et avant que nous prenions ces trucs, on travaillait déjà sur la Constitution. Devine qui était notre expert pendant cette période. C'est Ismaïla Madior Fall. Ah oui, l'expert, le même expert. On a beaucoup travaillé sur la Constitution. Je pense que sur ces questions, quand même, ses compétences sont reconnues de tous à l'époque. Et sur le 3e mandat aussi, il faisait partie des experts avec lesquels nous faisions les conférences avec Maître Doudou Ndoye, vous vous rappelez, avec aussi Babacar Gueye, oui, les Mounirou aussi, aujourd'hui. Mounirou, c'était un tout jeune garçon qui était là et qui avait des arguments extrêmement forts contre le 3e mandat. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, en réalité, que même si on ne le dit pas de façon explicite, on reconnaît un tout petit peu aussi, si vous voulez, la paternité de la RADDHO dans ce travail et également notre paternité nous-mêmes. Donc la société civile sénégalaise. Oui. Parce que la société civile sénégalaise est pratiquement une des toutes premières sociétés civiles. Il faut le dire aussi avec Y'en a marre, ces jeunes qui ont joué quand même un rôle fondamental. Je me rappelle les Fadel Barro et les autres, les Tchad et autres. Donc la société civile sénégalaise a joué un rôle capital et a joué un rôle pionnier et continue également
à le faire. Je pense que même les politiques ont rejoint la société civile sur ce combat-là. Mais les initiatives ont été prises par la société civile. Aujourd'hui, c'est à l'échelle africaine. Et vous savez, je t'ai parlé de David Dossé. Il a donné le relais Talon, Patrick Talon, mais aussi à Massini, le président du Botswana, qui a accepté, qui le dit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, qui est le plus en avance parmi les présidents pour la lutte contre le troisième mandat, qui s'est exprimé même au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies pour demander la limitation des mandats? C'est le président Bouhari. Vous avez le président Issoufou. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement la société civile, mais nous avons quand même de hautes autorités africaines qui de plus en plus sont convaincues, qui y travaillent. Nous avons des organisations internationales aussi, il faut Chris Fomounier, donc qui est à l'avance. Oui, je pense qu'il est important d'expliquer le sens et la motivation. Aujourd'hui, pourquoi est-il important de poser le problème encore? Il est important parce que c'est un coup d'État inconstitutionnel. Vous savez, les militaires, ils font un coup d'État, ce qui signifie un dysfonctionnement grave de la démocratie, un coup d'État. Mais le troisième mandat, c'est l'équivalent d'un coup d'État. Alors que les militaires, les coups d'État militaires sont punis, sont bannis. Mais écoutez, les coups d'État inconstitutionnels qui font beaucoup de morts, qui font beaucoup de gens en prison, qui font beaucoup aujourd'hui d'exilés forcés, mais ces coups d'État sont acceptés, sont tolérés. Et une fois que vous avez fait votre coup d'État institutionnel, vous ne pouvez plus partir. Généralement, c'est un clan et une famille. On l'a vu au Gabon. On le voit également aussi en Guinée équatoriale, 46 ans. Au Togo, aujourd'hui, où il n'y a jamais eu. En réalité, c'est le Togo. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Mais le Togo, en Afrique de l'Ouest, c'est grave. Voilà un pays qui n'a jamais connu d'alternance et qu'il n'y a qu'une famille qui dirige le pays depuis près de 60 ans. Plus de 60 ans. Donc, vous avez maintenant aussi le Congo-Brazzaville, vous avez le Cameroun. L'Afrique de l'Ouest était pratiquement le pays le plus safe de ce point de vue. Il n'y avait que Yaya Jammeh, en réalité, et le Togo. Mais maintenant, on y ajoute le Sénégal, malheureusement. Ah oui? Mais bien sûr, finalement ici, le Sénégal, quand on a quand on a voté pour la limitation des mandats, mais le Sénégal n'a pas voté, n'a pas participé au vote. D'ailleurs, il y avait de fortes délégations qui étaient à Accra, mais c'était une délégation minimale au Sénégal. Et également, les interdictions concernant le troisième mandat aussi, écoutez, de plus en plus inquiètes. Pas seulement aujourd'hui le Sénégal, mais ça inquiète en Afrique. Faites-vous partie de ceux qui sont inquiets jusqu'à l'heure actuelle parce que la question n'est pas encore tranchée? Par qui de droit? Je suis extrêmement inquiet. Pourquoi? Je suis inquiet parce qu'en réalité, on a, comme on dit, on n'a que du brouillard pour l'avenir du Sénégal. Je dis l'avenir même démocratique du Sénégal. La question de fond, pour 2024, qui va être candidat se pose. Ah oui, vous avez des gens qui de plus en plus gagnent des élections. Vous avez une opposition qui a la confiance du peuple, mais de plus en plus qui est bloquée aussi par une justice. Ça c'est un problème. Ça, c'est un problème. C'est pour ça aussi, il faut bien le dire, hein, le troisième mandat et toutes les sortes de tensions et de violences que nous vivons depuis le 21 mars, hein, depuis les événements du mois de mars, je pense que c'est le 8 et le 9 mars 2021. La principale cause depuis mars 2021. Oui. En réalité, le troisième mandat, la question du troisième mandat était sous-entendue. Ça a été cause d'une violence énorme, mais également nous avons eu des répliques. Les répliques, c'est aujourd'hui aussi sur le plan, l'appareil répressif a été aujourd'hui de plus en plus musclé, renforcé, avec des moyens que nous n'avons jamais vus lors des manifestations. Quand on a vu quand même les gens qui sont intervenus chez Sonko, chez Diaz, et ces gens-là n'étaient pas aussi ciblés pour rien du tout.
Donc, aujourd'hui, nous avons un grand problème au Sénégal avec le troisième mandat. Avec les élections, nous nous retrouvons avec un pouvoir qui aujourd'hui joue sa survie. Vous savez, la plupart des pouvoirs qui jouent leur survie, il est évident, ils durcissent de plus en plus les positions. Nous avons également une opposition qui joue sa survie et même qui surjoue. Et tout cela, effectivement, ce sont les images que nous avons vues lors de l'installation du 14e, de la 14e législature. Oui. Mais si vous analysez une à une ces images, oui, allons-y. Écoutez, oui. Tout d'abord, c'est d'abord les délégations de signature. Vous en avez 83, portées par une seule personne. Ça pose des problèmes. Vous avez ensuite, si vous voulez, un problème de démocratie, c'est-à-dire la nomination du président de l'Assemblée nationale. Quand vous regardez de près, sur le plan démocratique, comment on a nommé le président de l'Assemblée nationale? Comment il a été élu? C'est une élection. C'est une élection, mais en réalité, oui, celui qui a eu le pouvoir de dire, donnez-moi la possibilité de dire c'est un tel et voter pour lui, c'est le président de la République. Oui, c'est au sein de la majorité. Le grand problème, c'est au sein de la majorité. Le grand problème, c'est ça qui revient avec comme on dit, l'hyper-présidentialisme dans lequel nous sommes, avec un chef d'État, qui est également chef de coalition politique. De parti. Ça veut dire que vous n'êtes pas au-dessus de l'État. Et vous êtes également le garant du bon fonctionnement de l'État de façon globale. En réalité, et l'État, ça doit être neutre. Et là, on a un cas d'État partisan où le chef d'État, qui est le chef de l'exécutif, désigne qui va être le président de l'Assemblée nationale. En réalité, si effectivement, au sein de la majorité, les gens étaient d'accord, votaient, mais l'histoire des 83 procurations, ça également, ça pose des problèmes de démocratie. Ensuite, la nomination, bien sûr, de notre part, ça c'est un problème interne, c'est vrai, mais c'est un problème de démocratie interne, de démocratie dans les partis politiques. Mais justement, ça s'est vérifié avec justement la sortie de Mme Aminata Touré, qui effectivement s'est désolidarisée de tout ce qui avait été organisé à l'interne et a pris très tôt ces distances. Comment vous l'expliquez-vous? C'est un dysfonctionnement de la démocratie interne à l'intérieur des partis. Parce que vous ne pouvez pas être désigné pour diriger la coalition, gagner l'élection, même si c'est très court, c'est une majorité très courte. Et puis au dernier moment, effectivement, on voit quelqu'un très peu connu d'ailleurs. Je pense que ça, c'est une frustration tout à fait normale que ça crée, et légitime, oui. Voilà, que ça crée. Mais c'est pas fini. Mais là aussi, vous avez des répliques. Les répliques de plus en plus violentes de l'opposition. Je pense que la manière dont on a vu agir à la fois, comment dirais-je, Barthélémy Diaz en arrachant le micro, et également Guy Marius Sagna qui s'est accaparé de voilà. Et surtout, image quand même la plus grave, c'est l'entrée de la gendarmerie à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ça, franchement, pour la plupart des gens qui ne sont pas sénégalais, qui ont vu cette image, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Parce qu'il y avait autant, sinon même presque plus de gendarmes, du moins d'après les images, que de députés. Ça posait des problèmes. Et ces images, ça rappelle tout simplement des images de coup d'État. Et il me semble que ça montre la profondeur de la polarisation qu'il y a entre l'opposition et le pouvoir et les répliques que cela va susciter. Et ça commence. Quand vous avez écouté quand même les mises en garde du président Macky Sall avec VO Afrique, Voix de l'Afrique, pour dire que effectivement on peut gouverner sans l'opposition. Il me semble que la situation, pour moi, qu'il a les moyens juridiques de le faire et de continuer. Ça veut dire que si on n'anticipe pas sur cette crise,
qui va être une crise qui va quand même installer l'instabilité et la violence dans ce pays, pour demander à ce que la société civile et à ce que également les autorités religieuses insistent et mettent la pression pour qu'il y ait un dialogue politique entre le pays, moi j'ai peur d'ici 2024. Alioune Tine, vous êtes un acteur de la scène politique sénégalaise, pour ne pas dire africaine. Jusqu'ici, la problématique du troisième mandat n'était que sur le terrain politique, avec les partis politiques, avec les acteurs politiques. Aujourd'hui, pour le cas du Sénégal, ça évolue jusqu'à atteindre justement les institutions et risque d'impacter sur le fonctionnement de ces institutions. Aujourd'hui, comment analysez-vous cette évolution jusqu'à la confrontation au niveau de l'hémicycle qu'est l'Assemblée nationale, et quel risque cela peut-il entraîner aujourd'hui? C'est nous, on pense que la démocratie, c'est la démocratie électorale. Et c'est une démocratie électorale dévoyée en plus. C'est ça. Les Sénégalais, c'est vrai, ils savent voter le jour du vote, mais on n'analyse pas suffisamment ce qui s'est passé en amont et également ce que les gens ont prévu en aval. C'est que une démocratie dans laquelle vous pouvez utiliser la justice pour liquider les adversaires politiques, c'est la première fois qu'on l'a. Ça veut dire que si vous avez une démocratie où l'opposition ne peut pas participer à l'élection la plus importante, qui est l'élection présidentielle, mais écoutez, vous avez quand même un grand problème de dysfonctionnement de votre propre démocratie. Oui, la démocratie, c'est les acteurs. Oui. Maintenant, la question de fond, c'est l'instrumentalisation des institutions publiques, que ce soit l'Assemblée nationale. Je vous ai donné oui, vous avez même nourri des craintes. Aujourd'hui, avec la situation actuelle, est-ce qu'on risque d'aller vers une crise politique qui impacte aussi sur le fonctionnement des institutions? Mais la crise politique, elle est là. Mais vous ne pouvez pas vivre une crise pire que celle que nous avons vécue avec l'installation de la 14e législature. Oui. Mais c'est une crise extrêmement grave que nous avons vécue. C'est-à-dire qu'une incapacité aujourd'hui, une incapacité pratiquement structurelle pour l'Assemblée nationale d'assurer sa propre sécurité, son propre, comment dirais-je, l'ordre, d'assurer l'ordre au sein de l'hémicycle. Est-ce une première? En réalité, on évoque le temps de ce qui s'est passé au 62 avec Mamadou Dia. Ce qui veut dire en réalité que nous n'avons pas avancé. Nous n'avons pas avancé. Ça veut dire, la question c'est survie contre survie. Et également aussi l'utilisation de moyens non conventionnels contre l'utilisation de moyens non conventionnels. Mais tout ça, ça va nous exploser dans la figure si nous ne prenons pas dès maintenant, je dis dès maintenant, ça va venir. On y est. Parce que nous sommes avec des jeunes souvent, c'est ça, c'est leur reproche. Souvent, ils ne prennent pas suffisamment de recul par rapport à ce qu'ils font. Souvent, ils n'écoutent pas aussi ce que les gens disent. Et ils sont dans une réplique d'une violence politique qu'ils subissent aussi en pleine figure. Hein. C'est vrai que c'est une véritable violence politique. C'est un rapport de force qui se joue. Mais justement, on ne peut pas continuer aujourd'hui dans une situation où pratiquement nous avons une égalité au niveau des rapports de force, de continuer à agir comme on agit si on ne veut pas être dans une situation de guerre civile larvée. Oui, Alioune Tine, aujourd'hui dans une république, dans une démocratie, c'est le jeu des acteurs, mais dans une république également, c'est le jeu des institutions. Qui doit réguler, qui doit trancher lorsque surgit un tel contentieux au niveau justement de l'institution parlementaire? Au-delà de la réglementation, si elle n'est pas respectée, qui peut trancher? Écoutez, à partir des années 2009, je pense que le constat a été fait pratiquement par les Sénégalais des dysfonctionnements structurels qu'entraînait un hyper-présidentialisme comme celui qu'on est en train de vivre, où quelqu'un a pratiquement tous les pouvoirs. Le pouvoir de nomination. Et si on ne revient pas
au dialogue politique, si on ne revient pas à la conclusion des assises nationales pour les regarder, les réadapter et, disons, corriger les dysfonctionnements de nos institutions et surtout de l'hyperprésidentialisme, mais on en sera là. Ça veut dire demain, si quelqu'un comme Sonko, Khalifa Sall ou Karim arrive avec les mêmes institutions, il peut faire comme Macky ou même pire. C'est pour ça qu'il faut réformer. Sans une réforme et avec tous les pouvoirs que détiennent, qui sont pratiquement des pouvoirs despotiques, qui sont des pouvoirs d'un monarque. Vous savez, même le monarque, le roi d'Angleterre, en tant que chef de l'État, il ne fait pas de politique. Il ne doit même pas faire de commentaires politiques. Mais quand vous êtes chef de l'État et que vous êtes partisan, mais il est évident que c'est ça que ça pose comme problème. Depuis les années 91, les gens sont en train de débattre sur la question d'un président en même temps chef de parti. Au moment où Diouf partait, Diouf avait commencé à entendre et à prendre du recul par rapport au Parti socialiste. Mais quand Wade est venu, il a remis l'État partisan en marche et aujourd'hui c'est encore pire. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête. C'est pour ça que nous préconisons le dialogue politique. Il faut qu'on s'arrête et que entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et la société de façon globale, qu'on puisse avoir un minimum de consensus. Il y a une rupture, et ça, il faut le dire net et caractérisé de notre contrat social qui fait qu'il est de plus en plus difficile pour l'opposition et le pouvoir de travailler à avoir une démocratie qui soit une démocratie apaisée, qui soit une démocratie civilisée, qui soit autre chose que ce à quoi on assiste tous les jours de plus en plus au Sénégal et qui inquiète de plus en plus les Sénégalais. Qui inquiète, l'histoire est en train de se répéter. Vous nous direz si oui, pourquoi. Une première alternance, une deuxième alternance. La solution apparemment n'est plus dans l'alternance, mais dans l'alternative. Exactement. Oui. Nous avons eu des alternances politiques, mais nous n'avons pas eu des alternatives. Et ça, c'est extrêmement grave parce que, en réalité, c'est de plus en plus un rejet de la politique et des acteurs politiques. Ce n'est pas un hasard que quand nous avons eu des coups d'État militaires, que les populations se sont mises à supporter les coups d'État militaires, à supporter des dictatures militaires. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et c'est extrêmement grave. Et ce n'est pas seulement au niveau du Sénégal, mais dans la sous-région, nous l'avons déjà quand même indiqué, dit dans les pathologies de la démocratie, nous avons de plus en plus des régimes qui durcissent, nous avons des régimes qui font le troisième mandat, et nous avons eu également, ça veut dire que ce sont ces régimes-là, eux-mêmes, qui sont les causes profondes des dictatures militaires que nous avons aujourd'hui, des coups d'État militaires. Avec le troisième mandat, il me semble aujourd'hui, il y a une réflexion globale. Nous-mêmes, nous allons nous engager dans cette réflexion au mois de janvier, où nous allons faire un grand colloque pour regarder quels sont les problèmes de la démocratie et quelles sont les recommandations fortes que nous devons faire pour réinventer la démocratie, surtout dans un contexte quand même de basculement géopolitique qui va accentuer la division entre les États africains. Et Macky Sall l'a souligné quand même aux Nations Unies, à juste raison. De plus en plus, vous avez des gens qui sont pro-occidentaux et d'autres qui sont pro-russes, et vous avez de plus en plus des manifestations dans les pays africains où on dit, mais écoutez, dégage la France, ou la Russie doit venir, etc. Mais ça, c'est inquiétant. Nous avons besoin d'une Afrique qui travaille, qui construit sa propre géopolitique. Mais qui doit d'abord, au préalable, régler ses propres contradictions. Il me semble qu'il doit régler ses propres contradictions, repenser la CEDEAO qui de plus en plus manque d'autorité, parce que manque de cohérence politique, où nous avons effectivement des gens qui font le troisième mandat, des gens qui ont fait la fraude électorale et des coups d'État militaires. Alors que, bon, ceux qui ont fait des coups d'État inconstitutionnels se mettent à juger ceux qui ont fait des coups d'État militaires. Tout ça, ça crée de l'incohérence sur le plan vraiment de la signification même. Et tout cela mérite d'être corrigé
repenser, réformer. Et il me semble que c'est à cela que doivent s'engager la plupart quand même des organisations de la société civile, notamment quand même des think tanks. Alors, que nous sommes. Finalement, Alioune Tine, fondateur d'Africadium Center, expert indépendant des Nations Unies sur le Mali, que gagne le président Macky Sall dans justement une perspective du troisième mandat, ou que perd le président Sall? Je pense que le président Sall, sur le plan de la diplomatie, a frappé un grand coup, continue à frapper un grand coup. Et la plupart de son discours, j'ai vu que ça résonne, pas seulement en Afrique, mais sur le plan international. Mais comme disent les Wolofs, ça veut dire qu'il doit être capable de donner la voix par rapport aux crises politiques que nous traversons. Et les crises secrétées par la question du troisième mandat. Il faut qu'il le règle définitivement. Non pas seulement pour le Sénégal, mais également pour le reste de l'Afrique. Parce qu'en réalité, comme on me dit la plupart du temps quand je voyage, on me dit, vous savez, les positions du Sénégal sont extrêmement importantes parce que nous suivons, nous imitons le Sénégal. Et en réalité, quand vous regardez Macky Sall en 2012 et les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir, dans le cadre quand même d'une lutte commune, vraiment de plusieurs mois contre le troisième mandat, où il était engagé sur le terrain, on l'a vu avec son matelas et tout. C'est-à-dire qu'une fois arrivé au pouvoir, ce qu'on lui demandait, c'est de stabiliser la limitation de mandat. Que s'est-il passé? Démocratiquement, Oui. c'est que ça. s'est-il passé en 2012? C'est l'addiction au pouvoir. C'est l'addiction au pouvoir. Je m'excuse, mais entre guillemets, c'est le Dieu pouvoir. Le Dieu pouvoir avec ses ors, etc. Et ce pouvoir, il est illimité. Et c'est le Senghor qui disait que ce pouvoir, c'était comme de la drogue. À partir de ce moment, c'est psychologique. Je pense que ce sont les gens qui sont les plus proches de lui, qui sont capables de lui dire la meilleure solution pour le Sénégal et pour lui-même, parce qu'on a besoin de lui. Comme le travail fantastique que Issoufou est en train de faire sur le plan international, sur le plan africain. On a besoin d'un Macky Sall qui sorte par le haut. On a besoin d'un Macky Sall qui sorte avec dignité, la tête haute, par la grande porte, qui sort sur le tapis, en marchant sur le tapis, et qui ne doit pas sortir autrement. Oui. Lui, il en a besoin personnellement pour son image, pour tout le travail qu'il a fait au Sénégal, pour tout le travail qu'il a fait en Afrique. Pour la postérité. Et pour la postérité, il a besoin de ça. Le Sénégal a immensément besoin de ça. L'Afrique a immensément besoin d'un président Macky Sall qui sorte bien, qui regarde les Sénégalais, qui regarde les Africains pour dire je ne ferai pas un troisième mandat. Et c'est la seule et unique fois. Je pense que ça, d'abord, ça va créer de l'apaisement. Oui. Ça va créer également une situation beaucoup plus claire qui ne va pas entraîner, si vous voulez, le dégagisme. Macky Sall dégage. Comme on a dit, Wade dégage. Ça permettra effectivement aux Sénégalais d'avoir la possibilité de choisir sur la base, si tu veux, d'offres politiques très claires, très nettes, de projets, de vision, que c'est extrêmement important, mais également de choisir des hommes qui doivent être des hommes d'État, qui sont capables également, dans une situation aussi complexe en Afrique et dans le monde, de pouvoir mener le Sénégal à bon port. Ça, c'est extrêmement important. C'est important à bon port. Le champ politique ne s'éclaircit pas, du moins pour l'instant. Et 2024, justement, se dessine. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de déclarations de candidature à la candidature de la présidentielle de 2024. Diversité, pluralité, oui. Est-ce que ça va bonifier encore la démocratie sénégalaise ou est-ce que c'est déjà une situation complexe qui s'annonce en perspective de 2024? De mon point de vue, il faut démystifier. Il faut démystifier la fonction présidentielle telle que ça fonctionne à l'heure actuelle. Et en réalité, qui est toxique, à la fois pour la société, qui est toxique également pour le champ politique de façon globale. Repenser la fonction présidentielle. C'est ça aussi l'intérêt d'un dialogue politique aujourd'hui.
l'hyper-présidentialisme, ça dysfonctionne. Et ça dysfonctionne gravement. Donc, il faut le repenser. Repenser effectivement comme un peu les Américains ont fait les check and balance. Et il y a quand même Moubarak Lo qui a sorti quand même un excellent article, je le souligne aujourd'hui. Il me semble qu'il faut aller dans le sens de repenser notre démocratie, de repenser, si tu veux, ce despotisme des présidents de la République pour effectivement démystifier la fonction et permettre effectivement à ce que, à côté d'une fonction présidentielle qui est là, qui est forte, mais qu'il y ait quand même une fonction législative qui soit là, qui soit forte, qui soit autorisée, et également qui ait une autorité et qui fonctionne normalement en temps de crise. Et une fonction judiciaire. Et surtout la fonction judiciaire, une justice indépendante. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, dans la plupart des pays, la plupart des dictateurs fonctionnent parce qu'ils ont une justice qui les accompagne. Et là, nous ne voyons pas ni de révolte. Les révoltes, d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, avec l'ancien président de l'UMS. Voilà. Et puis maintenant, par rapport aux problèmes que nous avons dans la justice sénégalaise, de plus en plus décrié, qui fait de plus en plus débat, on n'entend pas l'UMS et les magistrats dans ce débat. Alors que ce sont les premiers qui sont concernés. C'est extrêmement important que sur la question de la démocratie, que tous les acteurs essentiels et les gens quand même qui sont les animateurs des institutions essentielles s'expriment, entrent dans le débat, écoutent également aussi ce que l'opinion dit et essayent de voir comment nous pouvons réguler par le débat politique, par la démocratie, nos propres institutions. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est un président tout puissant. Oui. Tout puissant, qui peut avoir, comment dirais-je, manipuler et la justice et la fonction législative ou s'en passer. Par exemple, dans beaucoup de pays, si le président de la République, Macky Sall, parle comme il a parlé, on lui dit, mais de quoi vous mêlez-vous? Vous êtes de l'exécutif. Mais la manière dont il a parlé, c'est des mises en garde à peine voilées. Donc, il me semble que cette crise qui pointe à l'horizon et qui va nous tomber en pleine figure, il faut la prévenir et il faut effectivement trouver les moyens de créer une situation dans laquelle nous pouvons avoir un dialogue entre l'opposition, le pouvoir, la société civile, de manière vraiment à aller tranquillement, de façon apaisée, vers les élections de 2021. Il est bien également, de 2024, il est bien également aujourd'hui, vraiment d'avoir un débat sur l'hyper-présidentialisme. Parce qu'en réalité, nous avons un hyper-président, mais nous avons aussi des hyper-opposants qui ne parlent pas parfois à la presse, des fois qui ont des attitudes sur lesquelles les gens se posent beaucoup de questions, qui n'entendent pas également les critiques. Je pense que nous avons besoin, entre nous, d'avoir une démocratie vraiment civilisée, où l'on se parle, où l'on se critique, en utilisant quand même des mots et des expressions qui ne portent pas atteinte à la dignité des gens. Et au bon fonctionnement des institutions. Mais nous avons besoin d'un grand débat sur les institutions. Nous avons besoin d'un grand débat sur les institutions. Oui, vous avez parlé de débat. Est-ce que ce débat s'est-il lancé déjà avec ces déclarations à la candidature? Je parlais tout à l'heure de celle d'Ousmane Sonko, mais également de Malick Gakou, mais de Chiré-Sy, aussi Malick Cissé, mais vous avez aussi celle qui est attendue cet après-midi de Aminata Touré. Oui, aujourd'hui, diversité, pluralité, Hegel disait que la lutte des contraires est source de progrès. Cette démocratie aujourd'hui, en perspective de 2024, vous inquiète à l'allure justement de ces différentes déclarations à la candidature présidentielle? Écoutez, c'est-à-dire que si, je reviens là-dessus parce que c'est important. Avant même les présidentielles de 2024, si nous pouvons avoir des assises qui permettent également de tracer les choses, de revoir, ne serait-ce que revoir. Mais il se joue un enjeu de pouvoir. Mais je le sais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dépasser la question des intérêts de parti. Il faut dépasser la question des intérêts personnels.
Et également, on essaye de voir comment nous pouvons construire un Sénégal avec effectivement un renforcement du contrat social. La grande question que nous avons aujourd'hui, c'est le dysfonctionnement, je dirais, répété de notre contrat social. Ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, c'est une rupture du contrat social. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience. Ce n'est pas une petite crise, ce qui s'est passé quand même l'autre jour avec l'installation de la 14e législature. C'est une crise extrêmement grave. Nous n'avons pas analysé suffisamment cette crise. Nous n'avons pas vu les effets. Mais nous sommes en train de vivre les effets d'ici 2024. Donc, autant nous arrêter. C'est pour ça que nous avons préconisé ce que nous avons appelé une transition civile. La transition civile, c'est au moment où nous nous arrêtons, nous réfléchissons sur les institutions politiques, sur les institutions démocratiques. Nous essayons d'avoir quand même un minimum de consensus sur le président de la République, sa fonction, en revenant sur les assises nationales. C'est extrêmement bien de revenir sur les assises qu'on avait mis de côté. On est rattrapé par l'histoire. Si on avait effectivement exécuté les conclusions des assises, peut-être on n'aurait pas eu de crise de cette nature. Mais donc, aujourd'hui, les assises frappent à la porte de notre société. Donc, il est temps d'ouvrir la porte du dialogue national, des assises, reprendre les assises et sur la base effectivement d'un bon dialogue politique, d'essayer un renforcement du contrat social sénégalais et aller vers une transition civile où les choses vont être très claires. Le président, quel va être son rôle? Qu'est-ce qu'il va faire? Le Parlement, quel va être son rôle? Qu'est-ce qu'il va faire? La justice, etc. Mais sinon, nous allons avoir un homme hyper puissant qui est capable de déstabiliser le pays, qui est capable quand même de créer des tensions, alors que les gens il n'y a absolument rien de puissant pour l'arrêter, sinon la violence populaire. Oui, Alioune, aujourd'hui, le contexte, il est complexe. Vous avez aujourd'hui le renchérissement de la vie, vous avez également les crises sociales, avec tout ce que cela donne comme corporatisme. Comment analysez-vous l'avènement du gouvernement avec à sa tête Amadou Ba et les préoccupations intenses des populations de l'heure? Vous savez, moi, je ne me prononce pas beaucoup sur le gouvernement. J'attends qu'ils agissent, qu'ils fassent des choses sur lesquelles on peut dire, bon voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le contexte, mais ce que vous êtes en train de soulever est extrêmement important pour revenir aux propositions que j'ai faites. Nous entrons dans une économie de pénurie. C'est mondial. Partout il y a des difficultés la croissance avec les problèmes d'énergie. Est au ralenti. Chez nous, nous avons la famine au Sahel. Et ici, de plus en plus, les gens sont dans une souffrance terrible avec les inondations, avec l'école qui va ouvrir. Les écoles ne sont même pas praticables dans beaucoup de lieux. Donc, nous avons énormément de problèmes. Et si vous avez déjà un pouvoir qui se sent faible, qui est dans une survie, qui ne dialogue pas, mais écoutez, on va vers le mur. Donc, c'est pour ça que nous préconisons, encore une fois, par rapport à toutes ces questions, qu'on puisse avoir un consensus sur les questions économiques et sociales minimales. C'est extrêmement important pour que les gens puissent manger, pour que les gens puissent se soigner, pour que les gens puissent éduquer leurs enfants, pour que les gens puissent payer leur loyer. Il faut un consensus minimal. Il faut que les gens en discutent. Maintenant, pour aller vers les élections, avoir également un code électoral où il y a un minimum de consensus. Mais également sur les institutions publiques. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'élection et gagner l'élection ne suffit pas. Il faut gagner l'élection, c'est très bien. Mais il faut avoir une situation démocratique, une situation institutionnelle qui ne permette pas à un seul individu de décider pratiquement du destin de la nation. Je pense que ça, il faut l'arrêter. Oui, il faut l'arrêter. Mais aujourd'hui, Alioune, vous avez parlé du jeu des institutions et leur fonctionnement, mais également du jeu des acteurs. Que peut bien révéler cette sortie d'Aminata Touré dans un tel contexte? Cette sortie de cet après-midi. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sort d'une situation où elle s'est sentie trahie et où elle va
réagir par rapport effectivement à tout ce qui s'est passé. Il est évident que je suis avec tout le monde, j'attends avec beaucoup d'intérêt ce qu'elle va dire, mais le problème c'est pas seulement, je veux dire, la réaction d'Aminata. J'ai déjà analysé les problèmes de dysfonctionnement interne qui ont produit bien sûr le départ d'Aminata, et je pense que ça ne va pas être d'ailleurs le seul dysfonctionnement et le seul problème. C'est-à-dire que quand effectivement vous savez, ce qui s'est passé depuis les élections locales, ça veut dire cette descente aux enfers des pouvoirs un peu partout dans le monde, ça semble irréversible. Donc la meilleure des solutions, c'est, je dirais, de faire contre, comme on dit, mauvaise fortune, bon cœur. Et faire contre mauvaise fortune, bon cœur, ça veut dire quand vous êtes au sein d'une coalition, et dans cette coalition, quand même, il y a des hommes et des femmes qui ont un parcours, qui ont une intelligence, et qui peuvent dire, mais tiens, écoutez, nous pouvons être une alternative par rapport à vous. Et quel destin pour Aminata Touré dans ce contexte où justement il y a déjà la constitution d'alliance, vous avez Benno, vous avez Yewwi, vous avez Wallo. Je pense que le grand problème que nous avons, nous aussi, je me demande si Aminata était un homme, si on lui aurait fait ce genre de coup. Ça veut dire qu'il faut de plus en plus, par rapport au pouvoir, je dirais à tous les pouvoirs, à toutes les institutions, vraiment, comme on dit, renforcer la participation des femmes. Je pense que ça c'est extrêmement important. Et je pense qu'en tant que femme, par rapport à son parcours, que ce soit le parcours politique, académique, professionnel, il me semble aujourd'hui, bon, elle peut dire, écoutez, je vais, en tant que femme, essayer effectivement de conquérir la plus haute station. Incarne-t-elle une force, un symbole en perspective de 2024? Ça, c'est un travail qu'elle doit faire. C'est-à-dire qu'en tant que femme, les gens ne lui feront aucun cadeau. Les hommes ne lui feront pas de cadeau, même les femmes. Donc, elle doit faire plus que les hommes, de mon point de vue, connaissant la culture de ce pays. Donc, il faut que pour exister en tant qu'alternative et en tant que femme, elle doit faire plus et mieux que les hommes. Serait-elle une candidature gênante pour le président Macky Sall? Je pense que la meilleure des solutions, c'est pour le président Macky Sall, c'est de ne pas être candidat. Je n'envisage pas la candidature de Macky Sall pour effectivement tous les problèmes que ça va amener à ce pays, que ça va lui amener à lui aussi. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il sorte par la grande porte. Oui, par la grande porte. Et je pense qu'il va sortir par la grande porte. Ah oui? Vous avez des éléments de mesure ou d'explication? Tous les éléments que j'ai jusqu'ici sont totalement négatifs. Mais je ne perds pas espoir. Alors, Alioune Tine, une dernière question avec la géopolitique. Oui, vous avez analysé la question du troisième mandat dans une conjoncture politique assez particulière. Ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, dans un climat assez difficile pour le Sénégal. Quelle est justement pour vous la perspective pour une Afrique, pour une sous-région apaisée? Qu'est-ce que cela renferme en termes d'analyse d'une situation géopolitique, surtout avec la dernière sortie de la CEDEAO? Vous avez vu la réaction justement de la junte guinéenne. Vous avez vu également qu'au Mali, le pouvoir durcit ses actions avec la dernière célébration justement de l'indépendance du Mali. Vous avez justement l'œil attentif sur ce qui se passe au Burkina Faso. Oui, les différentes juntes en plein exercice pour un agenda qui est attendu avec la réaction de la CEDEAO. Cela vous inspire quoi? Bon, écoutez, le grand problème de la CEDEAO avec, bien sûr, la présidence, je dirais, ivoirienne, le président passé, c'est en réalité le président de la commission n'a pas joué correctement son rôle, n'a pas affirmé l'autorité de la CEDEAO et pratiquement a été extrêmement passif par rapport à tout ce qui s'est passé à la fois au Bénin,
où on a eu quand même une situation politique très sérieuse, très grave, des élections, où le président de la commission politique était béninois lui-même. Les problèmes que nous avons eu en Côte d'Ivoire avec le 3e mandat, c'était la Côte d'Ivoire, c'est son pays. Il n'a pas réagi. 3e mandat en Guinée-Conakry, il n'y a pas eu de réaction. Ça veut dire que pendant cette période, ce qu'on appelle le protocole additionnel sur la gouvernance et la démocratie n'a pas fonctionné. Et même la Cour de justice de la CEDEAO, qui est une des cours les plus indépendantes, qui est aujourd'hui pratiquement l'institution de recours des citoyens de la CEDEAO, cette cour aussi, quand elle prend des décisions, ces décisions ne sont pas respectées, y compris ici au Sénégal. Donc, la CEDEAO aujourd'hui est malade, a besoin d'être repensée, a besoin d'être réformée 20 ans après avoir quand même eu ratifié le protocole, qui est un excellent texte. Je ne pense pas qu'il y ait une constitution meilleure, je dirais même dans le monde, que le protocole additionnel. Quand vous le lisez, il est presque parfait. Et ce protocole de 2001 est arrivé avec l'enthousiasme des alternances politiques, avec les WAD, qui commençaient à dire, mais tiens, nous sommes des démocrates. Obasanjo. Et puis aussi Alpha Oumar Konaré. Donc c'était Thabo Mbeki. Oui. Mais c'était une période, je dirais, un peu bénie. Avec des débats. 10 ans après, on a commencé à avoir des problèmes à partir de 2010-2011. Ceux qui ont profité de cette alternance, de cette période bénie, c'est eux maintenant qui veulent rester au pouvoir et qui sont en train aujourd'hui pratiquement de détruire ce que nous avons quand même construit depuis les années 90. C'est ça qui fait le plus mal. Et aussi dans un contexte où, si vous voulez, avec l'effondrement de l'éducation, avec, si vous voulez, la fermeture de l'Europe, nous avons des jeunes, qui ne croient plus à l'Afrique. C'est-à-dire que quand on regarde l'exode massif, avec tous les drames, toutes les tragédies de l'immigration, et qui ne découragent pas les jeunes, il y a de quoi s'interroger sur nos pays, sur leur gouvernance, etc. De plus, d'ailleurs, quand on parle beaucoup d'afflux, presque 90%, si vous voulez, de la migration, c'est interne. C'est à l'intérieur de l'Afrique. Il n'y a que les 10% qui sont les plus visibles. Voilà. Mais quand on regarde même ceux qui partent, et ça aussi, il faut s'interroger. Moi, j'ai regardé aujourd'hui sur l'Algérie. 600 sur 600 personnes, vous avez 200 et quelques, c'est le Mali. Vous avez 100 et quelques, c'est la Guinée. Et après viennent des 21, des 17, etc. pour le Sénégal ou pour les autres pays. Ça veut dire aussi pour la plupart des juntes militaires, nous avons des problèmes. Et de graves problèmes. Les problèmes les plus graves aujourd'hui, c'est la restriction comme peau de chagrin de l'espace civique. Les difficultés à avoir la liberté d'expression pour les partis politiques, pour la société civile, pour les journalistes. Ça veut dire que c'est une véritable chape lourde. Aujourd'hui, aussi bien au Mali qu'en Guinée-Conakry. Et Guinée-Conakry, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Le FNDC, en réalité, la libération du leader du FNDC, Fonike Mengue, après, bien sûr, le coup d'État, tout le monde a applaudi pour dire, mais tiens, Doumbouya, maintenant, voilà, c'est l'ère de l'ouverture. Mais non seulement Fonike est retourné en prison avec Doumbouya, mais le FNDC est dissous. Aujourd'hui, sur le plan même de la communication, quand les radios ou la presse invitent Konduno, mais eux-mêmes, ils sont interpellés par le haut commissariat, la haute commission, le haut commissaire de l'audiovisuel. Ça pose des problèmes. De plus en plus, la liberté d'expression est en péril dans la sous-région, surtout dans les pays où nous avons eu des coups d'État militaires. Mais aussi chez nous, nous avons quand même pas mal d'hommes politiques après ce qu'on appelle les manifestations qui sont en prison. Il y a des gens, c'est seulement pour se moquer des prisons et détourner de sens, comme le canard enchaîné qui se retrouve en prison, ce qui est totalement absurde. Donc, pour toutes ces raisons, nous disons d'abord, nous avons sorti le concept de dialogue constructif.
Nous l'avons sorti pour le Mali. Ils ont besoin d'un dialogue constructif. On l'a sorti pour la Guinée. Il faut un dialogue constructif qui soit sincère et puis qui soit inclusif. C'est extrêmement important. Au Sénégal, nous avons besoin d'un dialogue constructif. C'est le concept que nous utilisons aujourd'hui par rapport effectivement à tous ces périls que nous avons. Mais insister beaucoup plus sur le Sénégal. Parce que le Sénégal, quand même, c'est un laboratoire. Et ce qui va sortir du laboratoire, si c'est bien pour toute l'Afrique. Mais si c'est mal, alors là, vraiment, il y a à désespérer de l'Afrique. Donc, il faut que le Sénégal, dans le contexte, vraiment, dans le cadre d'un dialogue politique constructif, possible, que tout le monde mette la pression. Ça veut dire que les médias mettent la pression dès maintenant. Que les chefs religieux mettent la pression dès maintenant. Que la société civile mette la pression dès maintenant. Nous en avons besoin pour effectivement arrêter les répliques du tremblement de terre politique et institutionnel que nous avons vécu il n'y a pas longtemps. Ah oui, parce que les répliques seront plus terribles d'ici 2024. L'alerte nous vient du président fondateur d'Africadium Center, mais il est également un expert indépendant des Nations Unies sur le Mali. Alioune Tine est également un acteur qui est engagé pour dire non au troisième mandat. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Ça a été encore une fois un plaisir d'avoir alerté sur les crises conjoncturelles, structurelles, sur la géopolitique en perspective de 2024. Attention, il y a risque, danger, nous dit notre invité de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Vous pourrez suivre encore une fois l'émission sur toutes nos plateformes grâce à l'équipe digitale. À la tête, Aline Badra Sosé, Abdoulaye. Au revoir.